Donc, je vous souhaite la bienvenue à C'est cette ça. soirée d'information, oui, sur un projet de logement abordable au 1052 de la rue Landry. Je m'appelle Héloïse Gaudreault, je suis conseillère en consultation publique. C'est moi qui aura le plaisir là, d'animer la séance de ce soir et puis d'octroyer les tours de parole quand on sera rendu à la période de questions. Donc, je vous invite à garder vos caméras fermées jusqu'à la période de questions. L'objectif de la séance de ce soir, c'est de vous informer le public de la nature du projet, présenter un certain échéancier des travaux, puis répondre à vos questions. Donc, la séance de ce soir est enregistrée pour sa rediffusion sur la page du projet. Donc là, vous êtes allé vous inscrire. Dans quelques jours, vous allez retrouver l'enregistrement de la séance de ce soir, si vous voulez la réécouter d'aventure ou la partager à des gens qui n'auront pas pu être là ce soir, ils pourront quand même voir l'information en asynchrone. Donc, ce soir, avec nous, on a plusieurs personnes qui représentent la ville. Donc, le projet de ce soir au 1052 Landry se trouve dans le district de M. Weiser, M. David Weiser, qui est conseiller du district du Plateau. Bonsoir, M. Weiser. Bonsoir, merci Héloïse et merci à tous d'être présents pour cette séance d'information. On a bien hâte de vous présenter le projet qui se travaille pour le logement abordable au 1052 rue Landry. Alors, je ne prendrai pas plus de votre temps. J'aimerais aussi saluer ma collègue Anne Corriveau qui est ici aussi. Anne, je ne sais pas si on te Oui, voit-tu? Ah, bonjour. Alors, puisque je suis membre d'office du Conseil des quartiers du Plateau, en fait de Saint-Louis, alors c'est pourquoi ma présence avec vous et puis merci d'être là en grand nombre. Merci, Monsieur le Président. Oui, et merci, merci Madame. aussi merci à toute l'équipe Ville qui est ici là, pour présenter le projet, pour répondre aux questions des citoyens. Donc, je te retourne le micro, Héloïse. Oui, merci, M. Weiser. Merci, Mme Corriveau. Mme Corriveau est conseillère du district de la Pointe-de-Sainte-Foy, mais aussi membre du conseil d'arrondissement, du conseil de ville également, et du conseil de quartier, dont je souligne la présence de certains membres. Ils sont là ce soir aussi pour assister à la séance, là, pour s'informer, puis entendre aussi vos questions. Donc, je les salue. Du côté des professionnels de la ville, on a avec nous ce soir Marie-Claude Bergeron. Bonsoir, Marie-Claude. Bonsoir Héloïse, bonsoir à tous. Marie-Claude Bergeron est conseillère en urbanisme à la gestion du territoire. Elle est ici pour présenter tout ce qui touche la modification à la réglementation d'urbanisme. Donc, elle pourra vous le présenter et vous l'expliquer. On est accompagné également de Maxime Rochette, qui est conseiller en développement économique au service de la planification, de l'aménagement et de l'environnement. Bonsoir, Maxime. Bonsoir Héloïse, bonsoir tout le monde. Puis, on est accompagné de Guillaume Reil, qui est technicien à la circulation et au transport. Bonsoir, Guillaume. Bonsoir Héloïse, bonsoir tout le monde. Guillaume pourra répondre éventuellement à vos questions sur la circulation s'il y en avait. On a également des collègues, des personnes qui représentent le promoteur, le projet de logement social. Donc, Ève Fournier, qui est agente de développement et communication chez Action Habitation. Bonsoir, Ève. Bonsoir. Est-ce que j'ai bien présenté ton titre? Impeccable. Parfait. Donc, bienvenue. Ève va vous présenter le projet en collaboration avec Élodie Simard, qui est architecte chez Lafond Côté Architecte. Bonsoir, Élodie. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on a aussi d'autres collègues de chez Action Habitation là, qui sont là, Aurélien et Michael, pour répondre à des questions plus précises si jamais il y avait des questions portant sur des sujets autres. Alors, maintenant que vous connaissez tout le monde, je vais vous faire un petit rappel de la démarche. Donc, ce soir, on est en séance d'information. On n'est pas en consultation publique. On est là pour faire un geste d'information parce qu'on a un règlement dont Marc-Claude vous exposera les détails tantôt qui fait en sorte qu'on ne va pas en consultation publique pour ce type de projet-là, les projets de logement abordable et social. Sauf qu'on va quand même en séance d'information pour que les gens du secteur soient au courant des projets qui s'en viennent, puis puissent être informés là, du délai de construction, puis du projet qui s'en vient. Donc, l'objectif de la soirée, c'est de vous informer et de répondre à vos questions. Donc, pour rejoindre les personnes du secteur, pour qu'elles puissent être informées, on a envoyé des invitations à porte-à-porte. On a invité les membres du conseil de quartier également. Puis, on a envoyé une information à certains organismes communautaires du secteur. Alors, comment ça va se passer ce soir? C'est bien simple. On va avoir une courte introduction au logement social et abordable avec Maxime Rochette qui va vous faire une courte présentation sur le sujet. Ensuite,
Le projet de logement social en tant que tel sera présenté par Élodie de chez Lafond-Côté et Ève Fournier de chez Action Habitation que j'ai présenté tout à l'heure. Puis Marie-Claude Bergeron va venir vous présenter tout ce qui touche les modifications au zonage qui sont requises pour ce projet-là. Donc, je vais vous inviter, si vous avez des questions, à les garder vraiment pour la période de questions. Puis quand on va arriver à cette période-là, je vous expliquerai comment faire pour poser vos questions, soit de façon orale ou de façon écrite. Donc, sans plus tarder, je pense que c'est à ça que vous avez un peu hâte. Donc, Maxime, je vous laisse là, présenter l'introduction au logement social communautaire et abordable. On voit très bien la présentation. M'entendez-vous aussi? Oui, il n'y a pas de problème. Oui. Parfait. Donc, moi, comme disait Loïse, je vais faire une petite introduction sur ce qu'est le logement social abordable et communautaire. Voici un peu le plan de la présentation. D'abord, on va faire un petit survol du marché de l'habitation. Je vais vous présenter quelques indicateurs économiques en lien avec ça. Ensuite, on va regarder une définition du logement social abordable et communautaire pour vous aider à bien le comprendre. On va aussi faire un survol très rapide des différents programmes qui actuellement aident la construction de logements sociaux abordables, que ce soit des programmes provinciaux ou fédéraux. Je vais vous présenter aussi la localisation des projets sur la carte de la Ville de Québec. Et finalement, je vais vous montrer 3 exemples de projets qui ont déjà été construits en logements sociaux abordables et communautaires. Donc, je pense que je vous apprendrai rien aujourd'hui en vous disant qu'il y a une crise du logement. Elle est présente à Québec, elle est présente au Québec et partout au Canada. Et j'ai ici, comme je disais, des indicateurs clés avec ça. Donc, on voit en haut à gauche que le taux d'inoccupation des logements locatifs était en octobre 2022 de 1,6 à Québec, qui était son plus bas niveau depuis 2011. D'ici 2 semaines, on devrait avoir la donnée qui montre quel était l'état en octobre 2023. Malheureusement, on est un petit peu en avance. On pense que ça va avoir diminué et c'est négatif quand ça diminue parce qu'on dit qu'un marché est équilibré quand il y a 3 de taux d'inoccupation. Pour les logements qui coûtent 1 000 $ et moins sur le marché, le taux d'inoccupation est encore plus bas, puis on peut le comprendre, c'est que c'est les logements qui sont les plus intéressants parce qu'ils sont les plus abordables. Donc, on est en bas de 1 pour le taux d'inoccupation des logements en bas de 1 000 $. Il y a une liste d'attente actuellement pour la Ville de Québec de 2 000 ménages qui sont en attente d'un logement subventionné et qui ont fait des démarches requises pour valider leur admissibilité. De notre côté, on sait que le loyer moyen des logements a subi une hausse importante depuis 3 ans. Et ça exclut l'année 2023, mais on va avoir la donnée en même temps que celle du taux d'inoccupation. On est déjà convaincu que ça va monter encore et de façon significative pour l'année 2023. Donc, ça serait 4 années de hausse. En parallèle à ça, on a vu la semaine dernière que les mises en chantier ont chuté en 2023. La Ville de Québec a vu une baisse de 30 environ de ces mises en chantier, causée par la conjoncture économique, la hausse des taux d'intérêt, etc. Mais ça n'aide pas à régler la crise de l'habitation. Et on a 31 220 locataires à Québec qui consacrent plus de 30 de leurs revenus bruts pour se loger. Et quand c'est le cas, on dit que ces gens-là sont dans une situation d'inabordabilité. Ça veut dire qu'ils dépensent trop pour se loger. En conclusion, on le voit à droite, c'est très difficile de se loger aujourd'hui, particulièrement pour les gens qui sont dans le bas de l'échelle des revenus. La Ville s'est engagée à aider ces ménages à faible revenu et à revenus modestes à se loger, puis elle doit assurer une équité et une mixité pour favoriser la cohésion sociale. Pourquoi c'est si important la cohésion sociale et quelle est l'importance du logement social abordable et communautaire dans la cohésion sociale? C'est que ce logement-là permet de réduire les effets de la pauvreté et de prévenir l'instabilité résidentielle en procurant un toit aux gens avec des faibles revenus. Ça garantit la sécurité de ces gens-là. Ça permet à tout le monde d'avoir une offre de services de proximité. Ça favorise aussi l'intégration socio-professionnelle des gens. Ça assure un parcours résidentiel parce que le logement social abordable n'est pas nécessairement une finalité. Ça peut être un passage vers un logement du marché privé ou encore une propriété. Et ça facilite le développement des logements répondant aux besoins des familles, mais aussi des personnes avec des besoins particuliers. Vous n'avez sûrement entendu parler, mais en septembre dernier, le maire Marchand a fait une sortie médiatique où il a annoncé notre plan de mise en œuvre accélérée 23-26 qui visait à créer des opportunités pour permettre la construction de 80 000 logements d'ici 2040. L'objectif étant toujours d'essayer d'aider, d'améliorer la crise du logement, donc de la régler. Et de ces 80 000 logements-là, 500 sont prévus pour être du logement social abordable et communautaire annuellement.
Là, on rentre dans les petites définitions pour faire la distinction claire entre le logement social et abordable. Le logement social, c'est un logement qui est destiné aux personnes à faible revenu et par faible revenu, on entend un revenu inférieur à 34 500 pour un couple. Les personnes qui vivent dans des logements sociaux paient 25 de leur revenu brut, peu importe leur revenu, et la balance est payée plutôt par une grande partie, c'est le gouvernement québécois, la SHQ, la Société d'habitation du Québec, excusez-moi, puis une petite partie est assumée par la Ville de Québec. On dit souvent que c'est une subvention à la personne, à l'individu ou au loyer. Et les principaux propriétaires ou promoteurs et gestionnaires de ces immeubles-là sont des organismes à but non lucratif, des offices municipaux d'habitation et des coopératives d'habitation. Du côté droit, on voit le logement abordable. Là, c'est du logement qui dessert les personnes dont les revenus sont modestes. C'est donc des revenus entre 34 500 qu'on dit faibles et 76 461 Ce n'est pas des chiffres que la Ville choisit, ça nous est donné par le gouvernement supérieur. Les ménages dans le logement abordable paient le plein loyer. Par contre, ce loyer demeure inférieur au loyer du marché pour une unité qui serait équivalente, d'où le terme abordable. Et on parle ici d'une subvention à la construction parce que les programmes actuels permettent d'aider les OBNL ou les organismes à construire ce type de logement. Mais ce sont les mêmes gestionnaires propriétaires de ces immeubles-là, soit les OBNL, les OMH et les coopératives. Puis quand on dit du logement communautaire, bien, ça fait référence au logement administré, excusez-moi, par les organismes à but non lucratif et les coopératives. Donc là, on exclut du logement communautaire les offices municipaux d'habitation. Survol très rapide ici des petits programmes. C'est juste pour vous montrer qu'en ce moment, il y a différents programmes gouvernementaux, soit du fédéral, du provincial, qui permettent d'aider les organismes à construire du logement abordable, social et communautaire. Il y a le programme Accès Logis qui est en fin de vie, qui a été remplacé par le programme d'habitation abordable Québec. On a aussi l'initiative pour la construction rapide de logements et les fonds fiscalisés, entre autres. Puis tout ça pour dire que bien que ces programmes-là aient des règles qui diffèrent d'un à l'autre, des cadres normatifs différents, leur objectif demeure tout de même le même, c'est-à-dire favoriser la construction de logements sociaux et abordables. Ici, c'est pour vous montrer que les logements sociaux communautaires et abordables sont répartis sur l'ensemble du territoire. Oui, il y a une forte concentration qu'on voit dans la Cité-Limoilou, mais il y en a tout de même partout sur le territoire. Et on a plus de 18 500 unités hors marché, donc gérées par des OBNL, des OMH ou des coopératives, de logements sociaux, communautaires et abordables sur le territoire de la Ville de Québec. Finalement, je trouvais très important de vous montrer 3 images de projets de logements sociaux communautaires abordables pour vous montrer qu'au niveau architectural, ils sont indissociables de tous les autres bâtiments qui existent de la Ville. Ils sont de qualité, ils sont beaux, puis vous passez possiblement à côté de certains d'entre eux régulièrement sans même savoir qu'ils abritent des gens qui vivent dans des loyers, dans du logement social communautaire et abordable. On aurait pu en montrer plein d'autres, mais ceux-là sont dans l'arrondissement Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge, arrondissement d'aujourd'hui. C'est tout pour la petite présentation sur le logement abordable. Merci beaucoup, Maxime. Alors, maintenant, je vais inviter Ève Fournier de chez Action Habitation et Élodie Simard là, à faire leur présentation. Alors, bonsoir tout le monde. Je commence le partage d'écran. Je vais mettre en présentation diaporama. Vous me direz, hop, c'est un peu long des fois. Voilà, tout le monde voit grand écran. Oui, c'est parfait, Ève. Parfait. Alors, commençons. Je suis très heureuse d'être avec vous ce soir pour vous présenter les habitations Landry. C'est un projet de la Bouée et accompagné par Action Habitation, organisme pour lequel je travaille. Action Habitation, donc, parmi ses principaux rôles, c'est d'accompagner des OBNL, des coops d'habitation dans le développement de leurs projets. On participe à toutes les étapes de la conception jusqu'à la livraison. Alors, c'est pour ça que ce soir, on est là. J'aimerais saluer au passage, il y a quelqu'un qui nous écoute, Monsieur Mathieu, le président de la Bouée, qui écoute la séance, qui est bien curieux d'entendre les questions. Alors voilà. Donc, au menu, le projet en bref, l'échéancier, la clientèle des habitations Landry. Je vais aussi vous présenter l'organisme porteur, donc la Bouée, et je vais céder ensuite la parole à Élodie Simard de la Fond-Côté pour présenter un peu plus en détail le bâtiment, son implantation et l'aménagement paysager.
Alors, le projet en bref, les habitations Landry, c'est un immeuble de 48 logements répartis sur 4 étages. On parle de logements abordables, mais dans la tranche modeste, la moitié des logements ont obtenu le supplément au loyer dont parlait M. Rochette. Donc, les gens auront une subvention pour payer une partie de leur loyer. Parmi les 48 logements, donc, on compte 12 studios, 24 3,5, 12 4,5. Il y aura une salle polyvalente au rez-de-chaussée pour le vivre ensemble, les animations, des activités ludiques. Il y aura également un stationnement intérieur, 14 cases, qui représente un petit peu plus que le 25 ce qui est dans les normes de la ville. Il y aura également un rangement à vélo au sous-sol ou dans le stationnement intérieur pour une capacité de 30 vélos. Il y aura des supports aussi à l'extérieur pour les invités. Et plusieurs zones extérieures végétalisées que Élodie va vous présenter. Le projet, comme tous les projets de la bouée, vise la diversité, l'inclusion, l'autonomie résidentielle. Ce sont des valeurs très importantes pour l'organisme. Donc, un petit mot sur l'échéancier. C'est un projet relativement rapide, court chantier. Donc, on prévoit un début en juin 2024, une fin en mai 2025 pour accueillir les premiers locataires en juin 2025 et donc un 11 mois. La clientèle, on parle de clientèle mixte à faible, modeste revenu. Comme je le précisais tout à l'heure, 50 des unités auront un supplément au loyer. On parle de familles, personnes seules pour occuper les studios 3,5 et 4,5. Et comme dans tous les projets de la bouée, il y a du soutien communautaire aussi qui est offert aux locataires. Une intervenante participe au projet, au vivre ensemble. Et donc, la bouée. La bouée est un OBNL, un organisme à but donc non lucratif. CA, c'est une société acheteuse. Le CA est composé de 3 représentants du milieu communautaire, 2 représentants locataires. La mission, c'est vraiment de préserver, développer l'habitation communautaire et dans tous les projets, il y a donc de la recherche, on cherche des innovations. Et peut-être vous parler de quelques-unes des réalisations. Il y a 2 livraisons assez récentes. En fait, le Marie-Clarisse, dans Limoilou, c'est un 106 unités avec une clientèle mixte également, dont une trentaine d'unités destinées à des personnes vivant avec une déficience intellectuelle. On a aussi des unités pour des nouveaux arrivants. C'est un milieu de vie qui fonctionne très, très bien avec une superbe cour intérieure, terrasse sur toit. Donc, vraiment une belle mixité. Il y a également l'Évangéline, 47 unités dans Mézeray. Donc, on a un principe un peu maison de ville, le bâtiment qu'on voit de côté, et des appartements, un immeuble locatif à logement, celui qu'on voit de face. Et pas loin de chez vous, dans le fond, dans le secteur Sainte-Foy, voisin du centre de glace, on a l'Albédo. C'est un 128 unités. Ça sera une RPA, une résidence pour aînés autonomes, qui est en construction, avec un CPE au rez-de-chaussée qui aura son entrée indépendante. Donc, un très beau projet qui va être vraiment livré bientôt. On vise mai 2024. Et à côté, le Charles IV, le secteur Charlesbourg, c'est un 163 unités de logement dans 2 immeubles avec une belle cour intérieure. Encore là, une belle mixité, plusieurs clientèles de divers horizons. Alors, je céderai la parole à Élodie. Bonjour tout le monde, ça me fait un grand plaisir d'être là ce soir pour moi également. Je suis architecte associée principale chez La Côte Architecte. Notre firme fait du logement abordable social depuis près de 30 ans. C'est notre spécialité. Donc, ça me fait plaisir de vous présenter ce projet-là ce soir. Ce projet-là, vous le voyez à l'écran. C'est un super beau bâtiment de 4 étages
principalement en maçonnerie de briques. Je vais pouvoir vous détailler mieux les matériaux plus bas dans la présentation, mais de façon générale, vous voyez l'ensemble de la matérialité. Ça apporte une belle chaleur. On est allé chercher des matériaux qui s'inspirent du secteur, évidemment. Puis, on a aussi l'aluminium qui amène un côté un peu plus contemporain, puis qu'on a choisi une couleur pâle au dernier étage pour justement faire une belle intégration au milieu urbain. Ensuite, vous voyez au niveau, reviens Ève, s'il te plaît, à la précédente. Je vais apporter votre attention sur le rez-de-chaussée. Le site entre la rue Montreuil et Landry a quand même un bon dénivelé de terrain et on est venu le travailler en transition. Là, on s'est servi de tout le terre-plein végétal pour venir créer des entrées piétonnes, premièrement accessibles universellement pour l'entrée principale, mais également on est venu créer des talus végétales pour venir créer une belle transition avec la rue et l'environnement. Et on passe à la prochaine diapo. Ici, on voit la façade arrière. C'est pour vous montrer qu'on a traité les 4 façades avec la même importance, avec la même qualité d'architecture, avec presque le même pourcentage de maçonnerie versus parement d'aluminium. Au niveau des balcons, on est venu aussi créer des écrans d'intimité avec des lattes d'aluminium. Au niveau des balcons aussi, on est venu créer un écran filtre pour donner de l'intimité aux résidents, mais aussi pour donner un beau visuel au niveau des façades pour l'environnement. Vous voyez aussi que la topographie était présente sur cette vue-là, puis on vient justement descendre le parement de briques pour pas qu'il y ait de maçonnerie apparente. Donc, c'est pour vous montrer le niveau de détail qu'on est venu donner à chacune des façades. Au niveau de la matérialité, comme je disais, on est allé avec de la tôle pincée couleur anodisée claire pour faire justement que le dernier étage, le 4e étage, se fonde un peu dans le ciel. Ça fait toujours un effet de légèreté. Au niveau des couleurs, on est repris pour les lattes une couleur semblable à la maçonnerie de briques pour faire quelque chose de doux et d'intégré. Puis, on avait des petits appareillages, je vous dirais, au niveau de la maçonnerie pour donner du relief dans les zones un peu plus, je vous dirais, pleines pour donner un rythme à la façade. Ensuite, on trouvait important de vous montrer un avant-après de la rue, vraiment du coin Landry-Montreuil. Donc, le voisin arrière, vous devez le connaître très bien. Et nous, on vient faire une transition là, au niveau de la volumétrie. On est à 4 étages, puis 4 étages étant réglementaire en termes de zonage présentement. Puis, on n'est pas allé chercher le maximum admissible au nombre de mètres. Donc, c'est pour vous dire qu'on a eu une préoccupation aussi au niveau de l'intégration de la hauteur. Également, au niveau de l'implantation, c'est schématique, c'est pour vous montrer, le hachuré noir représente le nouveau bâtiment, puis en rouge, c'était les 3 maisons résidentielles qui se trouvaient sur le site. Donc, vous voyez qu'on est venu reprendre environ la même empreinte pour ce qui est des façades avant. Puis dans la cour arrière, ça a peu d'impact sur le voisinage. Donc, en réalité, au niveau de l'implantation, ça va se ressembler au niveau des façades. Ensuite, au niveau de l'aménagement paysager, on a pris la peine de faire un projet vraiment bien intégré au niveau de l'aménagement paysager. Vous allez voir qu'on a une plantation d'arbres relativement matures qui sera faite sur le site. Des bacs de plantation également au niveau des trottoirs aussi, un travail qui a été fait. Je vous l'ai montré en 3D, qu'est-ce que ça donnait tout à l'heure. Puis justement, on est venu créer des bacs de plantation pour venir intégrer la topographie, autant en avant qu'à l'arrière. L'entrée de stationnement se fera sur la rue Montreuil, le stationnement intérieur de 14 cases. Puis aussi, on voulait vous montrer que l'air vert du projet, justement, comme je dis, on a des aménagements de qualité, mais aussi en nombre de pourcentage. C'est intéressant de voir qu'on est à 40 d'air vert, puis le règlement demande 20 Fait qu'on est
plus que le double requis au niveau de l'aire verte. Donc, ça contribue à ce que ça soit un beau projet intégré. Donc, voilà. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Ève et Élodie. Donc, Marie-Claude Bergeron, qui est conseillère en urbanisme, va nous présenter la portion sur les modifications à la réglementation d'urbanisme. Merci beaucoup, Héloïse. Merci, Maxime, de partager la présentation. Donc, tu peux passer tout de suite à la diapo 3. Merci. Donc, un petit rappel de l'objectif de l'activité de ce soir. C'est une séance d'information. Il y a eu d'abord la mise en contexte pour vous expliquer un peu le logement social abordable et communautaire. Par la suite, présentation très détaillée du projet et de l'organisme. Par la suite, dans les prochaines diapos, je vais vous présenter la modification réglementaire requise et suivra par la suite la période de questions et commentaires. Donc, d'abord, la localisation du site. Je pense que vous l'avez bien compris. On est dans l'arrondissement Sainte-Foy-Cédric-Cap-Rouge, dans le quartier Saint-Louis. Et le terrain, le site visé est à l'intersection des rues Montreuil et Landry. Le terrain est actuellement occupé par 3 maisons unifamiliales isolées. Plusieurs commerces et services se trouvent à proximité du site, comme la bibliothèque Monique Corriveau, le parc Roland-Baudin, etc. Et il y a également une bonne desserte en transport en commun. Des pistes cyclables sont également présentes plus récemment là, sur la route de l'Église, entre autres. Le projet, je pense que Mme Simard l'a bien présenté. Je vais passer rapidement sur les prochaines diapos. Donc, le promoteur l'a boué. Je vais peut-être m'arrêter ici pour spécifier à nouveau là, que le nombre de cases planifiées, 14 cases, sont entièrement souterraines. Donc, ce qui nous donne un ratio de 0,29 cases par logement, alors que la réglementation exige un minimum de 0,25. Donc, nous sommes au-delà de l'exigence réglementaire. Même chose pour la superficie d'aire verte qui est requise dans ce secteur. On demande un 20 minimum, alors que le projet présente près de 40 d'aire verte au sol. Au niveau de la réglementation maintenant, donc, c'est le règlement de l'agglomération relativement à la réalisation d'un projet d'habitation sur le lot projeté 6 596 141 dans le cadre d'un programme de logement abordable, le RAVQ 1609. C'est donc un règlement qui relève du conseil d'agglomération. C'est un règlement spécial qui vient s'appliquer aux lots uniquement visés par le projet. Et ce type de règlement n'est pas susceptible d'approbation référendaire. C'est également un site qui est soumis à la Commission d'urbanisme et de conservation de Québec. Donc, le projet sera assujetti à cette dernière instance, ce qui assurera là, la qualité autant au niveau de l'architecture que de l'aménagement paysager. En termes réglementaires, la seule non-conformité se situe au niveau du nombre de logements maximum. Donc, présentement, la réglementation limite à 16 logements maximum dans un bâtiment. Le projet qui nous est présenté présente 48 logements dans le bâtiment. Tous les autres éléments sont conformes à la réglementation, que ce soit la hauteur, les marges de recul, etc. Au niveau de la protection des arbres, lors de l'analyse du permis, il y aura une analyse détaillée des arbres sur le lot. Et comme vous avez pu le voir là, sur l'implantation, plusieurs arbres sont prévus au pourtour du site. Et finalement, en termes de circulation, plusieurs enjeux de circulation ont déjà été identifiés dans le secteur Saint-Denis. Le service du transport et de la mobilité intelligente apporte son soutien à la planification du quartier
pour assurer des déplacements sécuritaires pour l'ensemble des usagers. Des actions sont déjà en cours de réalisation à cet effet. Quant à l'échéancier maintenant, donc la première étape a été réalisée le 20 décembre dernier. C'était l'adoption du projet de règlement ainsi que l'avis de motion. Ce soir, nous tenons la séance d'information. Par la suite est prévue l'adoption du règlement le 7 février pour une entrée en vigueur avant la fin février 2024. Ça conclut la présentation. Merci, Marc-Claude. Merci à tout le monde qui a présenté aussi avant elle. Donc, ce serait maintenant la période de questions. Donc, vous pouvez maintenant poser des questions soit de façon orale, en levant la main. Pour lever la main, vous allez au bas de votre écran dans la barre d'outils, puis il y a un bouton réaction. Donc, vous pouvez utiliser le bouton réaction, puis il y a lever la main dans le bouton réaction. Il y a aussi l'outil Q et R qui est aussi au bas de votre écran. C'est écrit soit Q et R, ou si vous avez Zoom en anglais, c'est Q&A. Vous pouvez cliquer là-dessus puis poser une question écrite. Là, c'est vraiment à votre choix. Vous pouvez lever la main ou utiliser cet outil-là. Je vais alterner entre les deux modes de questions. Donc, je vois qu'il y a des gens qui ont déjà trouvé la fonction lever la main. Je vais en prendre quelques-unes. Je vais commencer là, par Madame Whitman. Vous pouvez y aller avec votre question. Oui, merci beaucoup. Donc, merci des présentations. Moi, j'habite avec ma famille directement en face. Nous sommes au 1047. Donc, merci beaucoup. C'est bien de voir un petit peu l'échéancier, qu'est-ce qui est planifié, tout ça. Et nous avons hâte d'accueillir nos nouveaux voisins et voisines. J'aimerais savoir, par contre, qu'est-ce que vous visez pour l'achalandage? Vous pouvez entendre mon accent, je ne viens pas du Québec. Je viens du Saskatchewan et j'ai habité à Toronto pendant plusieurs années avant qu'on ait déménagé ici il y a 11 ans. Donc, je suis bien à l'aise avec l'urbanisme et tout ça. Mais à Toronto, quand on vivait où il y avait beaucoup d'achalandage, il y avait aussi des trottoirs. Tandis qu'ici, mes enfants marchent chez nous. Qu'est-ce que vous visez? Parce qu'avec 48 logements, on s'attend à ce qu'il y aura beaucoup plus d'achalandage. Et même, tu sais, je trouve que 14 stationnements, c'est probablement pas assez. Donc, il y aura des voitures devant notre maison et tout ça. Qu'est-ce qu'on va faire pour gérer tout ça? Parfait. Merci pour la question. Donc, c'est une question qui va porter sur les aménagements en matière de mobilité active. Alors, du côté, c'est Guillaume Reil qui répondrait à cette question-là, je crois. Bonjour, des projets sont en cours. On étudie des possibilités afin de maximiser le potentiel de mobilité active dans le secteur en fonction des différents projets. Optimalement, un trottoir là, serait intégré à l'intérieur du projet de la bouée. Sur Landry, pour la longueur du terrain actuel. Puis d'autres analyses sont actuellement en cours afin de déterminer là, les axes les plus potentiels pour ajouter des trottoirs dans le secteur avec une visée là, globale sur plusieurs années. Parfait. Merci, Guillaume. Alors, dans l'ordre des mains levées, il y aurait, oui, Ève, qui voudrait ajouter quelque chose. Oui, je préciserais que la clientèle visée pour les habitations Landry, on constate là, il y a quand même plusieurs studios et 3,5. Ce sera principalement une clientèle en fait, des locataires peu motorisés. C'est le cas dans le fond, les statistiques montrent que dans le logement social communautaire, il y a moins de gens motorisés. Donc, le 14 stationnements pour les résidents nous semble tout à fait réaliste. Alors, et aussi, on va chercher une clientèle qui est très transport en commun, étant donné le réseau bien développé sur la route de l'Église. Merci pour la précision. Alors, dans l'ordre des mains levées, il y aurait Jonathan Fournier. Vous pouvez ouvrir votre caméra, votre micro pour poser votre question. Oui, bonjour. J'ai ouvert ma caméra. Moi, c'est Joalie Paquette, la conjointe de M. Fournier. Je m'excuse, là, la caméra n'a pas l'air à fonctionner. Oh oui, ça fonctionne. Oui, on vous voit maintenant. Alors, en fait, c'est juste pour faire du pouce sur ce que notre voisine, Mme Whitman, vient de poser comme question. En fait, la question, moi, pour la précision des trottoirs, ce n'est pas les trottoirs qui vont être installés au cours du projet, c'est les infrastructures qu'il va y avoir pendant la construction.
parce que là, il va y avoir quand même la circulation dans la rue, puis je ne sais pas, sûrement, là, vous êtes venu sur la rue Landry, c'est une courte rue. Donc là, si les gens veulent se déplacer pendant qu'il y a de la construction, on veut savoir comment le trafic au niveau des gens à pied va se faire. OK? Parce que, pour la mobilité à pied, puis aussi pour la sécurité des enfants dans le quartier, parce qu'il y en a quand même qui se déplacent de l'école Rochebelle et dans les maisons avoisinantes là, pour revenir de l'école à différents endroits. Donc, on Bonjour. a une question sur la gestion de la mobilité. Je crois qu'il y avait quelqu'un là, qui allait déjà répondre. Je vais juste spécifier qu'on a aussi eu une question en ligne à ce sujet, une question écrite à ce sujet-là sur les actions posées pour gérer la circulation. Donc, on va répondre aussi à cette question-là en même temps. Aurélien Alf, chargé de projet Action Habitation. Je pense que je peux répondre à cette question. Je vais être en relation constante avec l'entrepreneur général durant les travaux. L'entrepreneur général va soumettre un permis d'occupation de rue ou d'espace de rue pour pouvoir installer son chantier. Et ils sont soumis par les règlements de la ville à mettre en place des plans de déplacement pour les piétons, pour les cyclistes, quand ça a un impact sur des pistes cyclables. Et au niveau sécuritaire, les entrepreneurs vont baliser leurs espaces et ils utilisent souvent des personnes quand il y a des chargements de camions qui arrivent. Il va y avoir il va y avoir de l'excavation, il va y avoir du matériel qui va arriver, des grues. Mais ils ont du personnel pour sécuriser les espaces autour du chantier. Donc, on a l'habitude de travailler avec eux. Euh, et, euh, et aussi, ils se donnent une marge, ils se donnent une marge autour du site pour pouvoir construire en toute sécurité. Parfait. Du côté, Guillaume, est-ce que tu pourrais répondre, tu serais en mesure de répondre à ce qui va être fait pour gérer la circulation dans le secteur? Il y a une personne en ligne là, qui nous indique qu'il y a beaucoup de vitesse, donc avec potentiellement plus de déplacements. Est-ce qu'il y aura d'autres mesures qui seraient mises en place? Certainement. Prochainement, pour l'été 2024, on a des projets pour la rue Montreuil, Fournier et Wilfrid-Légaré qui s'en viennent avec des balises en mode portique qui seront installées afin de diminuer les vitesses pratiquées sur ces trois rues principales du secteur. Des observations seront effectuées aussi pour s'assurer de l'efficacité de la mesure, puis voir si la mesure convient au quartier, puis pourra là, éventuellement être distribuée là, sur d'autres rues là, au fil des années. Parfait, merci Guillaume. Et puis la personne qui a posé la question parlait d'une augmentation de la circulation, mais je pense, Ève, tu l'as spécifié, qu'on ne s'attend pas à une augmentation majeure de la circulation automobile, étant donné que les gens se déplacent par d'autres moyens. C'est bien ça? Exactement. Il ne faut pas s'attendre. Nous, les statistiques montrent que pour le logement social communautaire, surtout dans un milieu plus densifié comme celui-là, près du transport en commun, ça ne va pas augmenter de façon significative. Parfait, merci. Alors, je vais y aller avec les mains levées et je vais revenir aux questions écrites par la suite. Donc, si je suis l'ordre des mains levées, Pierre Duval, ce serait à vous. Oui, bonsoir. Juste pour continuer sur ce que Madame disait au niveau de la quantité de voitures ou le nombre de voitures, on parle de logement social, mais là, ce que je comprends, c'était abordable, c'est pas dans le social, là. Est-ce que Maxime ou quelqu'un de chez Action Habitation peut faire la distinction là, de logement social et abordable pour ce Bien, projet? on l'a fait tantôt au niveau du revenu, mais c'est parce que Mme Bergeron parlait de social. Moi, j'étais sous l'impression qu'on était dans l'abordable, là, dans la tranche de revenu abordable. Je peux préciser, en fait, le projet, c'est un projet de logement abordable, mais sur la tranche faible de l'abordabilité. Puis il y a la moitié des logements qui vont recevoir un supplément au loyer. C'est-à-dire donc que les ménages qui vont habiter ce loyer-là ont de faibles revenus et auront besoin d'un supplément pour ne pas dépasser le pourcentage, dans le fond, le pourcentage de 30 c'est 25 en fait pour les dépenses au revenu. Si tu Voilà. permets, Ève, si tu permets, pour Oui. revenir sur mes définitions, M. Duval, c'est donc de dire que sur les 48 unités de logement, 24 seront abordables au sens où je l'expliquais tout à l'heure et 24 seront sociales au sens où je l'expliquais tout à l'heure.
C'est donc une mixité sociale abordable. C'est souvent le cas, c'était le cas en fait dans presque tous les projets accès logique qui se faisaient dans les années 90 jusqu'à ce que le programme meure. Donc, c'est une mixité des deux. C'est bien ça, Ève? OK, parce que Est-ce sur que le ça vous document. amenait une sous-question? Oui, ben en fait, moi, je demeure sur la rue Le Noblet. Moi, là, j'ai l'impression que je vais avoir des gens qui vont souper avec moi sur mon balcon à tous les soirs, là. J'ai vu qu'il y avait des balcons également sur la façade de côté qui va donner sur la rue Le Noblet. On a vu le dessin tout à l'heure. C'est difficile de situer. Je pense que ça va être vraiment dans deux de nos balcons qu'on a déjà sur la rue Le Noblet. Est-ce qu'il y a une haie qui sépare les terrains? Tantôt, je voyais comme des petits ronds verts, mais on voyait le positionnement de la plantation qui va être faite. Mais entre les deux terrains, qu'est-ce qu'il va y avoir là pour séparer? Est-ce qu'il y a une clôture, une haie de cèdre qui va être implantée là? Oui, il va y avoir une haie et on conserve la plupart des arbres qui sont le long de cette ligne de propriété. On conserve les grands arbres qui sont là et on va implanter une haie de cèdre. C'est ce qu'on voit d'abord à C'est ce qu'on l'extrême voit. droite. Ouais. Et on voit aussi les petits champignons là avec des numéros à l'intérieur. C'est des arbres qu'on conserve. Si on regarde la même photo, est-ce que vous pouvez situer les balcons ou est-ce qu'ils vont être situés sur cette façade-là du bâtiment? Ils Là, sont centrés. En On fait, regarde les sur la balcons droite. qui donnent sur le Noblet. Bonsoir, Michael Doyon avec son invitation. Donc, en C'est à fait, droite. monsieur, c'est le balcon à droite. Là, on voit un seul balcon de ce Celui-là, OK, côté-là. ouais. Donc, c'est le seul qui va être le plus Il près, arrive si on peut dire, directement. Ouais. de chez vous. Donc, il y a quand même la haie de cèdre, On qui est là. Puis, s'entend. ben, La c'est haie de sûr que cèdre, elle c'est un n'aura pas 12 bâtiment. pieds. Là, ouais. C'est un bâtiment à hauteur, effectivement, mais du moins la portée est limitée là, Puis quelle est la chez vous. distance qui reste entre les balcons et la haie? Avez-vous peut-être selon les plans, j'imagine? On peut valider dans le temps Ouais. dans le temps des prochaines questions, puis on On revient avec la peut réponse poursuivre, là, puis sur en d'autres effet. plans. On OK. vous reviendra Est-ce avec le dégagement. Je vais prendre. Vous avez une dernière question? Oui, il n'y a pas de dynamitage. On m'a posé la question s'il y avait du dynamitage pour la construction. Non, on va éviter le dynamitage, oui, on va rester sur une excavation. Le roc est pas très profond, mais on va gratter la hauteur du roc qui est friable, donc il n'y aura pas besoin de dynamitage. Non, on va pas très profond sur ce projet. OK. Et est-ce qu'on connaît l'entrepreneur qui va construire? Oui, Dynamo, qui ont construit le gros bâtiment à côté aussi. D'accord. Ils Parfait. connaissent bien Alors, le je vais quartier. passer à la prochaine. Oui, je vais passer à la prochaine personne. Linda, vous pouvez y aller avec votre question. Oui, en fait, merci pour la prise de parole. Linda Wang, je suis présentement locataire, en fait, dans le bâtiment qui est à l'arrière ou à l'avant, dépendant de comment on se situe, là, donc dans le camp Paris qui est situé sur la rue Montreuil. Mon intervention sera courte, étant donné que ce n'est pas une question et c'est un sujet qui a déjà été souligné par Mme Whitman et Mme Paquette avant moi. Je voudrais simplement, en fait, réitérer l'inquiétude, du moins mon inquiétude par rapport à la gestion de la circulation, la gestion des véhicules motorisés aussi que vont amener ce projet dans le secteur. Évidemment, c'est avec grand plaisir qu'on va accueillir ce nouveau bâtiment et ses locataires je suis désolée, dans le quartier. Mais je veux simplement ressouligner, en fait, ressoulever là, l'inquiétude du quartier par rapport à la circulation, la vitesse et la gestion des véhicules motorisés, surtout compte tenu d'un accident qui s'est passé tristement dans le quartier pas plus tard que la semaine dernière. Qui n'est pas dans les registres de la ville, étant donné que les policiers n'ont pas été déplacés pour les lieux d'accident, mais ces accidents ont bel et bien lieu. Donc, simplement réitérer l'inquiétude des habitants du quartier. Merci. Ben, merci de nous le partager, puis je prends bien note de cette préoccupation-là. Merci de l'avoir partagé. Donc, est-ce que vous aviez une question avec ça? Pour Ou répondre à M. Aurélien? Duval, la question précédente, la marge entre les deux, entre la façade du bâtiment et la haie de cèdre, est environ de 5 mètres, selon à quel endroit on se trouve. 5 mètres. OK, merci.
Alors, je vais prendre quelques questions écrites pour les prochaines minutes. Donc, on a une personne qui se demande pourquoi on a choisi d'implanter un projet de 48 logements dans ce quartier tranquille. Puis en sous-question, celle-là s'adresse peut-être plus à Marie-Claude. Donc, comme 48 logements n'est pas le nombre de logements conformes, comment on va faire pour passer à côté de la réglementation pour construire 48 logements plutôt que le nombre conforme? Donc, peut-être, Marie-Claude, tu peux commencer avec la portion sur le règlement, un peu comment ça fonctionne, puis on va Oui. passer à quelqu'un d'autre pour la question du choix du site. Alors, comme je l'expliquais à la Ville de Québec, là, pour s'assurer de la réalisation de projets de logement abordables et sociaux, on utilise un règlement spécial hein, qui est inscrit à la Charte de la Ville de Québec, pour lequel le gouvernement du Québec là, nous donne des pouvoirs. Donc, c'est un règlement qui va s'appliquer uniquement sur le site du projet. Donc, c'est à cet endroit-là, on va venir autoriser 48 logements. Donc, pour le reste de la zone, des zones contiguës, il n'y a rien qui change. C'est uniquement pour ce projet-là. Parfait, merci beaucoup. Alors, quant au choix du site, est-ce que quelqu'un veut répondre à cette question-là? Oui, ben, je peux peut-être y aller. C'est certain que le choix du site, les terrains se font rares à Québec dans un premier temps, donc ça va au gré des opportunités. On a également une sensibilité à implanter les projets de logements sociaux et communautaires dans des endroits qui sont près des services, bien desservis en transport en commun, à proximité des écoles, des commerces, bref, pour qu'il y ait là, une belle mixité puis une bonne circulation qui puisse se faire à pied et en transport en commun. Donc, ça joue énormément. Puis, dans ce cas-ci, bien, c'était une possibilité d'acquisition des trois maisons existantes là, qui étaient déjà en location pour 2 des 3 maisons. Et le 48 logements, mais en fait, c'est le potentiel des 3 terrains additionnés ensemble. Ce chiffre-là n'est pas venu de nulle part. Donc, 3 terrains qui permettent un potentiel de 16, d'où un total de 48. Donc, on s'est limité à ce 48. Possiblement qu'il y aurait eu possibilité là, de densifier davantage. On le disait tout à l'heure, on a une salle communautaire au rez-de-chaussée, etc., qui aurait pu permettre de construire des unités supplémentaires, mais on s'est vraiment limité là, au potentiel des 3 terrains additionnés ensemble. Merci pour la réponse. Donc, on a quelqu'un qui veut savoir sur quelle rue sera positionnée l'entrée et la sortie du stationnement. Sur la rue Montreuil. Parfait. On a une question à savoir, si vous avez la réponse, là, quelle sera la distance entre le bâtiment et l'immeuble du Camp Paris sur Montreuil? Je vais vous laisser peut-être faire la recherche, puis interrompez-moi quand vous aurez la réponse. Donc, une question sur l'impact de l'arrivée de logements social et abordables sur la valeur des habitations adjacentes. Alors, est-ce qu'on a de l'information là, sur l'impact de l'arrivée d'un projet sur la valeur des résidences adjacentes? Maxime? Oui, je peux répondre. On a eu une présentation qui nous a été faite par M. Jean Dubé, professeur à l'Université Laval. Je ne me rappelle pas son titre, si c'est en développement du territoire ou en économie, mais il a fait une étude très poussée sur le sujet et a démontré que ça n'affectait pas négativement la valeur des maisons environnantes. Donc, c'est ça, ça ne fait pas baisser les valeurs foncières. Parfait. Merci, Maxime. J'ai la distance entre notre bâtiment et la ligne de l'eau, environ 10 mètres, et avec les balcons, environ 7 à 8 mètres. Parfait. Sur la ligne de Merci l'eau, le beaucoup. bâtiment, je ne connais pas la marge entre la ligne de l'eau et le bâtiment voisin, mais de notre côté, on a 9 à 10 mètres. Parfait. Donc, on peut calculer un petit jeu là, pour leur marge, leur propre marge. Je vais prendre quelques mains levées avant de revenir aux questions écrites. Donc, j'aurai une question de Gaston Dionne. Allez-y pour votre question. Oui, bonjour. J'ai quelques petites questions en vrac, là. L'éligibilité pour vivre là, c'est quoi? Je vais les dire une après l'autre, puis ça va être plus simple. Ça va être en location ou en achat potentiel? Autre question. Ce serait les deux premières. Après ça, il va m'en venir peut-être d'autres, là.
C'est la provenance de ce projet-là, là, parce que il a fallu qu'il y ait quelqu'un qui a eu une idée, là, puis, Je vais céder la parole à mon collègue Michael. Oui, donc je peux me permettre de répondre, M. Dionne. En fait, ce projet-là a germé en consortium entre la Bouée, qui est l'organisme porteur, donc qui est un OBNL là, en développement et en préservation de l'habitat communautaire, donc qui se donne comme mission de développer du logement social et communautaire pour les personnes à faible ou modeste revenu, en partenariat avec Action Habitation. Action Habitation, on est un autre organisme communautaire qui développe du logement social là, depuis 45 ans. Donc, c'est vraiment notre créneau de toujours là, tenter de construire le maximum de logements pour améliorer les conditions de vie des moins nantis. Donc, je vous dirais le cœur, l'essence du projet, c'est vraiment ça. Les immeubles qu'on construit, c'est toujours des unités en location. Donc, ce n'est pas de l'achat, ce n'est pas du condo, c'est vraiment de la location long terme. Donc, ce n'est pas non plus de la location court terme, type hôtellerie ou quoi que ce soit. Là. On est vraiment avec une clientèle stable. Puis, au niveau des critères d'éligibilité, donc, comme on le disait, il y a environ la moitié des ménages qui vont pouvoir bénéficier du programme de supplément aux revenus, donc le PSL, qui est en fait la subvention pour aider à payer son logement. C'est un programme qui est administré à Québec là, par l'Office municipal d'habitation. Donc, ces gens-là, pour avoir accès à la subvention, en fait, ils ont un seuil de revenus qu'ils ne doivent pas dépasser. Puis ensuite, leur part de loyer est calculée par l'Office municipal, donc pour que leur part de loyer dans leur budget ne dépasse pas 25 de leurs revenus. Donc, pour une partie de la clientèle, c'est géré de cette façon-là. Et pour le reste des unités, c'est vraiment pour les personnes à revenus modestes. Donc, on s'entend, lorsqu'on construit un bâtiment de ce type-là, avec un loyer beaucoup plus abordable que les immeubles du marché privé, on ne se le cache pas, hein, les loyers sont nécessairement plus bas grâce aux subventions publiques qui viennent aider à construire les bâtiments. Donc, les candidatures des aspirants locataires sont vraiment priorisées en fonction des besoins. On sait que pour les 24 logements qui vont rester, on va avoir beaucoup plus que 24 applications pour ces logements-là. Donc, la Bouée, à ce moment-là, forme son comité de sélection, qui est principalement composé à ce moment-là de membres du conseil d'administration bénévole, d'intervenants communautaires, d'Action Habitation, etc., pour prioriser les besoins. Donc, les gens qui sont, par exemple, dans un logement préjudiciable actuellement, qui sont dans un logement trop petit, insalubre, qui ne répondent pas à leurs besoins d'accessibilité universelle, par exemple. On s'entend, le nouvel immeuble va être accessible là, universellement sur tous les niveaux, avec ascenseur et tout. Donc, ces personnes-là qui ont des besoins pas comblés à la base là, vont être priorisées. Puis ensuite, ben, c'est en fonction là, des demandes, des applications, là, des aspirants locataires. OK. Merci, en tout cas, Michael. Est-ce que, Élodie, vous avez levé la main pour répondre aussi à la question? Non, c'était juste une précision par rapport au bâtiment sur Montreuil, là, la distance qu'on parlait tantôt. Je suis allée la mesurer. C'est 7 mètres entre la ligne de l'eau et le bâtiment voisin, plus la nôtre de 10 mètres. Donc, on est à 17 mètres entre les deux bâtiments. Parfait, merci de la précision. Donc, je reviens à M. Dionne. En fait, concernant sa question, en fait, j'ai reçu aussi des appels et des questions de personnes qui avaient beaucoup de questions précises sur la nature des logements ou leurs aménagements ou comment faire pour postuler. Fait que peut-être chez Action Habitation, vous pourriez m'écrire une adresse auquel référer M. Dionne et les autres personnes qui vont nous écrire là, comme contact si vous avez des questions plus sur comment appliquer ou sur ce qu'il y a dans les logements, l'insonorisation, la climatisation, tout ce genre de détails-là. Donc, vous pouvez Parfait. m'écrire dans le chat, Ève ou quelqu'un de votre Oui, équipe. je vais vous transmettre l'information, à savoir par contre que la page dédiée aux habitations Landry n'est pas encore accessible sur notre site web. Dès que vous voyez un panneau de chantier qui fait la promotion du projet, ça veut dire que pouf, la page va être sur le site d'Action Habitation, mais je vais transmettre le numéro de téléphone à joindre pour l'équipe de la Bouée, donc propriétaire de ce futur immeuble. Merci. En tout cas, c'est ça. Si on peut avoir un peu les coordonnées, ça serait parfait. D'une Absolument. part, puis d'autre part, je tiens à vous féliciter pour le projet. Je pense que ça fait du bien avec tout ce qui entoure. Là. Ça va peut-être calmer un peu la folie qui est en train de se dégager là-bas. Là. Je vous remercie beaucoup. Merci du bon commentaire, M. Dionne.
Oui, puis merci pour vos questions, puis on va pouvoir vous transmettre les coordonnées quand on les aura. Bernard Drouin, puis ensuite, là, Monsieur Jean-François Boudreau. Et bonsoir. Moi aussi, je tiens à souligner on est super content que ce projet-là se présente. Moi, j'ai à peu près 3 questions. Souvent, au conseil de quartier, je demande quel est le coût au mètre carré des édifices, puisqu'on a l'architecte qui s'en occupe, et probablement Action Habitation aussi. Est-ce que je peux avoir ça et pour l'Albédo et pour ce projet ici, là? Je vous dirais pour répondre à votre première question, M. Drouin, c'est sûr que c'est des projets, dans le cas de l'Albédo, par exemple, qui est allé en appel d'offres public, donc dans le but de trouver là, le plus bas soumissionnaire en vue d'avoir finalement le plus bas coût de construction. Je n'ai pas les chiffres à portée de main pour bien vous répondre là, rapidement comme ça, malheureusement, en toute Mais honnêteté. vous n'avez même pas une idée, là, est-ce que c'est 2000 du mètre carré ou 1500 ou 3000 ou... Je vous dirais, dans le cas des 2 projets, c'est des immeubles bien différents. Immeubles sur la rue Landry, on parle vraiment petit logement avec une performance énergétique intéressante, là, supérieure à la moyenne, mais un plus petit projet, de plus petit gabarit. Dans le cas de l'Albédo, on s'entend, c'est une résidence personnes âgées avec des services salles communautaires, tout ça, avec des systèmes importants pour récupération des rejets de chaleur, de l'anneau de glace, etc. Donc, Tout ça, son coût. Fait que les 2 immeubles sont difficilement comparables. Là. Si je comprends bien, j'aurai pas de chiffre. OK. Je n'ai pas de chiffre à portée de main comme ça, OK. malheureusement. Vous essayerez de me le transmettre si c'était possible. OK. Parfait. Parce que dans notre quartier, il y a beaucoup de discussions sur la construction de logements. Les gens disent que ça nous prend absolument des logements abordables, à coût abordable. Donc, si on a une idée, c'est quoi le coût, par exemple, pour des entreprises comme vous autres qui êtes très habitués, comme vous l'avez souligné, là, vous êtes très habitués dans ce type de projet-là, ben, si vous arrivez à 1000 du mètre carré, puis que dans le privé, ils font juste 2000 du mètre carré, ben, on comprendra que ça va être difficile de faire. Vous comprenez mon Ben, intérêt, là? je vous dirais, M. Ouais. Drouin, ce n'est pas dans le coût de construction qu'on est nécessairement meilleur que le privé. Hein. On fait appel à des entrepreneurs privés, donc on ne réussit pas à construire pour moins cher que le secteur privé va le faire. Donc, ce n'est pas au niveau du coût de construction qui est abordable. Ce n'est pas quelque chose qu'on va vendre, mais c'est au niveau du maillage, des sources de financement qu'on réussit à arriver à un loyer plus bas Oui. avec des hypothèques sur le plus long terme. Puis, on doit toujours être créatif pour marier une multitude de programmes de financement municipal, provincial, fédéral, nouveau climat, etc., pour réussir à arriver à une charge sur les locataires moins importante que le marché privé. Donc, c'est vraiment sur tout ce qui vient supporter le projet autour, là, qui en fait un loyer beaucoup plus bas, et non sur un coût de construction qui est coupé en 4. Là. On n'a pas un coût de construction coupé en 4 parce qu'on construit des immeubles qui sont durables, qui vont résister dans le temps, qui vont avoir des frais d'entretien pas trop élevés pour pouvoir garder des loyers bas. Mon autre question, excusez, oui. Je vais vous laisser poser une dernière question, Bernard, étant donné que le temps file, puis je vois qu'il y a comme beaucoup de questions dans la liste d'attente. Si ça ne vous dérange pas, là, je vais être un peu plus serré sur les tours de parole à partir de maintenant. Le choix des 4,5, comme j'imagine pour vous, le 4,5, ça signifie un loyer pour une famille. Donc, j'aimerais savoir pourquoi il y en a juste 12 et quelle est l'idée de faire des studios, c'est-tu pour des étudiants, puis 3,5, vous avez utilisé 3,5, c'est pas une grosse famille en tout cas. Puis j'aimerais savoir les dimensions en pieds carrés de chacun de ces éléments-là. En fait, je peux répondre au niveau des choix dans les grandeurs de logement. Peut-être Élodie pourra nous répondre au niveau des superficies, si elle peut regarder l'info dans ce temps-là. En fonction des listes d'attente dont M. Rochette parlait tout à l'heure en logement, sur le territoire de la Ville de Québec, il y a énormément de besoins pour des petits logements qui sont non répondus actuellement. Ah ouais. Donc,
dans les autres projets, en règle générale, on a toujours une mixité des grandeurs de logement dans nos projets. On a souvent des logements allant du 3,5 jusqu'au 6,5, donc 4 chambres à coucher. Quelques projets, on vise même du 7,5, donc des grands logements. On en fait beaucoup. Par contre, dans ce secteur-là, on est allé vraiment pour du logement personne seule, donc travailleur seul, à faible revenu, un couple. Donc, dans un studio, on peut penser à une personne seule principalement. Donc, peut-être, oui, un étudiant qui sera à faible revenu. Donc, sur le nombre de studios, ce n'est pas exclu. Pour le 3,5, à ce moment-là, on peut penser à un couple ou une personne seule. Puis finalement, pour le 4,5, donc c'est certain comme je parlais tout à l'heure, en priorisant les besoins, ce n'est pas une personne seule qui va avoir accès à un 4,5 en priorité. Hein? Donc, on va parler soit un couple avec un ou deux enfants, donc, ou une famille monoparentale avec un ou deux enfants pour répondre à cette Merci clientèle-là de de la travailleurs du secteur. précision. Michael, ça répond également à la question là, de Marie-Hélène Felt qui nous demandait là, pourquoi on ne faisait pas de plus grands logements pour les familles. Donc, ça répond aussi à cette question-là. En même temps, on a fait un 2 pour 1. Donc, Élodie, je vois que votre main était relevée. Est-ce que c'était pour apporter des précisions? Oui, je peux répondre au niveau des superficies. Donc, au niveau des studios, on est entre 550 et 600 pieds carrés. Au niveau des 3,5, on est autour de 700-730 pieds carrés. Puis au niveau du 4,5, j'étais en train de finir cette info-là. Bougez pas. J'y arrive. On est autour de 890-900 pieds carrés. Donc, ce n'est pas extrêmement grand, mais par contre, on joue d'astuce. On est habitué de faire des logements quand même très, très fonctionnels avec un espace de vie ouvert puis une chambre généreuse. Puis on réussit même à faire l'accessibilité universelle pour la plupart des logements. Donc, avec l'entrée accessible, la salle de bain accessible, puis tous les corridors assez larges aussi pour permettre l'accessibilité ainsi qu'un ascenseur. Donc, voilà. Pour aussi juste Bien, amener merci. une mini précision pour les coûts de projet, c'était seulement pour dire qu'on a un projet Nouveau Climat, Michael l'a glissé tantôt, puis qu'au niveau de l'efficacité énergétique, au niveau de l'enveloppe du bâtiment et de la fenestration, on met vraiment quelque chose de grande qualité dans le projet. Donc, c'est ça que le confort est mis de l'avant aussi dans nos projets. C'est pour ça qu'on dose entre le coût de projet puis privé, public, comme elle l'expliquait, là, on ne met pas nécessairement de la moins bonne qualité parce que c'est abordable. Au contraire, on met de la qualité parce qu'on veut justement le long terme puis le confort. En termes de matériaux durables et Oui, pas luxueux. Donc, on Parfait. n'est pas dans le marbre et dans le granit, mais on est non, dans les éléments durables. exact. OK. Ben, Merci. je vous remercie pour la réponse. Je vais prendre une dernière question orale avant de me retourner. Là, il y a beaucoup, beaucoup de questions écrites. Donc, Monsieur Boudreau, là, je vais vous prendre comme dernier tour de parole orale pour l'instant, puis je vais me retourner vers mes questions écrites. Oui, mon micro est ouvert. Ça va? Vous m'entendez? Oui, je vous OK. entends. Oui. Bon. Moi, je voudrais parler un peu d'environnement, environnement au sens développement durable du projet. Je veux juste rappeler, M. Drouin a fait part que notre quartier a beaucoup de logements qui se construisent, puis on essaie un peu je dirais, de chercher le type d'immeuble idéal là, pour notre quartier. On sait qu'il va en avoir d'autres. Puis on aimerait se servir du vôtre, peut-être, pour s'en servir comme exemple. À venir jusqu'à maintenant, je trouve que ça va bien. C'est pour ça que je voudrais aborder la question environnementale. Bon, surtout par rapport, j'aimerais savoir vos préoccupations environnementales face aux matériaux, par exemple, que vous utilisez. Est-ce que vous faites attention aux matériaux? Bien sûr, vous n'êtes probablement pas carboneutre ou si vous ne l'êtes pas présentement, avez-vous des idées de le devenir? Face aux matériaux, face aux rebuts de construction, là, on voit qu'il y a 3 immeubles quand même, ou 3 maisons qui vont être démolies. Donc, on va avoir beaucoup de rebuts de construction dont il va falloir disposer. C'est un peu dans cette optique-là, puis plus pointu,
j'ai vu, si vous avez le temps, là, j'ai vu que vous avez, bon, le monsieur a fait attention, a précisé tantôt les petits champignons là, qui sont les arbres qui vont être conservés. Je sais que sur ce terrain-là, il y a à peu près une douzaine de beaux arbres matures qui ont une belle canopée déjà. Je sais que vous avez sûrement des idées d'en planter des nouveaux, mais on sait que les nouveaux, avant qu'il y ait une canopée comme ceux qui sont là présentement, c'est très long, puis souvent on ne Oui, réussit pas non plus. Monsieur Alors, Boudreau, oui, comme vous je avez vous laisse déjà parler. beaucoup de questions dans votre intervention, là, je vais prendre les questions existantes que vous avez déjà posées, puis je vais passer aux questions écrites après. Donc, en ce qui concerne les préoccupations là, environnementales et écologiques là, pour les matériaux et tout, du côté d'Action Habitation ou de l'architecte, est-ce que vous avez une réponse à offrir à Monsieur Boudreau? Oui, dans le fond, M. Boudreau, c'est premièrement très le fun de vous entendre à ce sujet-là. Nous, ça fait partie de notre ADN là, avec Action Habitation, puis nous, on fait tous nos projets avec le plus de recherche possible de matériaux, avec la moindre dépense carbone possible. Donc, chaque matière, que ce soit le revêtement de plancher, on prend du gypse recyclé, même au niveau de la ventilation, les appareils de mécanique, on prend les appareils les plus efficaces au niveau énergétique selon la grosseur du projet. C'est sûr que quand on regarde l'Albedo, exemple, qui est un 128 unités versus le nôtre, on n'a pas les mêmes types d'appareils, mais pour la grosseur de projet, c'est les choix qu'on fait. En plus, comme je disais tantôt, on est nouveau climat, puis on bat les standards nouveau climat au niveau de l'enveloppe de bâtiment puis au niveau de la fenestration, ce qui contribue à réduire la charge au niveau des appareils de ventilation, mécanique, chauffage. Donc, tout est mis en place pour que le projet soit exemplaire, puis c'est l'objectif de ce projet-là. Peut-être ajouter aussi on ne vise pas une certification là, BCZ, Non. bâtiment carboneutre, mais on a quand même une réflexion basée sur la carboneutralité. Donc, dans l'ensemble des projets qu'on développe là, de la bouée actuellement, c'est toujours dans cette visée-là. Chez Action Habitation, on a aussi livré des immeubles d'habitation LEED avec la Côté également comme firme d'architecture. Donc, on s'inspire aussi de ces bonnes pratiques-là, tant en gestion des matériaux, approvisionnement, étanchéité du bâtiment. Donc, c'est toujours une préoccupation qui nous tient là, vraiment à cœur. On a également, M. Boudreau avait posé une question concernant l'avenir des arbres existants sur Oui. le site. Est-ce qu'on a une réponse à offrir de ce côté-là aussi? Oui, oui, tout à fait. Comme ça a été précisé dans la présentation, il y a une étude par un arboriste qui est faite quant à la préservation ou la suppression de certains arbres. Sur notre site, notre arboriste a identifié 17 arbres. Un avait déjà disparu. Et sur les 17, donc il y en a un qui a disparu, et il y en a 6 qui vont être coupés, et les 10 autres conservés. Les arbres qui vont être coupés, on a des épinettes, des pommetiers. C'est sûr qu'il y a un érable à sucre qui va disparaître. Genévrier, frêne de Pennsylvanie. Ça, c'est les essences d'arbres qui vont être supprimés, qui sont déjà quand même à environ 70% de leur durée de vie. On est quand même des arbres très matures, mais qui arrivent quand même plus vers leur fin de vie. Et pour ce qui va être planté, on va planter des conifères qui vont être plantés à environ 1,5 m, 2 mètres de haut, et aussi des arbres en façade, des arbres feuillus qui vont être planté à environ 3 mètres. J'avais pris l'information. Environ 3 mètres de haut et 50 mm de tronc, qui vont être mis en façade. Et on va rajouter 10 arbres. On va en supprimer 6, mais on en rajoute 10 en plus de tout ce qui est cèdre et les aménagements paysagers avec des plus petits buissons. Euh, donc, on essaye de compenser au mieux qu'on peut et mettre des essences qui vont donner un écran visuel puis qui vont bien s'intégrer dans le paysage. Alors, parfait. On va faire un petit 180 de sujets pour aller parler de stationnement. Donc, on a quelques questions en ce qui touche le stationnement. La première question concerne les stationnements pour les travailleurs de la construction qui vont travailler à la construction du projet finalement. Alors, est-ce qu'il est déjà prévu de l'endroit où se stationneront ces futurs travails-là
travailleurs-là, oui, dis-je, parce qu'il y a eu une problématique déjà dans le quartier là, de stationnement de travailleurs dans le secteur. Donc, Guillaume, je crois que tu aurais une réponse à offrir à ce niveau-là. De façon générale, là, les travailleurs de chantier doivent quand même respecter la signalisation sur rue qui est présentement en vigueur, qui est de l'alternance, 120 minutes. Sinon, si des problématiques ou du non-respect est observé, il y a toujours des possibilités du côté de la ville là, d'intervenir avec la signalisation prioritaire afin là, d'interdire le stationnement puis de forcer les gens là, à aller se stationner dans les zones là, plus permises pour ce type d'occupation là, plus longue. De manière générale, avec nos entrepreneurs aussi, on leur demande d'être conscients de la réalité des sites sur lesquels ils interviennent. Et souvent, nos entrepreneurs, ils vont aller prendre des accords avec des stationnements privés aux alentours pour accommoder leurs travailleurs. Donc, c'est des choses qu'on discute souvent avec nos entrepreneurs. Ben, merci de la précision. Donc, toujours sur la question du stationnement, sauf on est dans la thématique hiver. Donc, Walter Ouellet nous pose la question sur les périodes de déneigement. Donc, quand ça flash dehors, j'imagine, ou quand il y a du déneigement dans le secteur, je pense qu'il n'y a pas de lumière de déneigement dans ce cas-là, mais quand il y a du déneigement, donc les locataires, les automobilistes des locataires, oui, les voitures des locataires qui n'ont pas accès aux 14 cases de stationnement de l'immeuble, est-ce qu'il y aura un enrichissement de l'offre municipale pour le stationnement de nuit? Il n'y a pas d'enregistrement prévu. Actuellement, il y a des possibilités de stationnement avec des stationnements d'appoint pour l'arrondissement de Sainte-Foy-sur-Cap-Rouge qui sont accessibles lors des périodes de déneigement. Les résidents peuvent aller se stationner lorsque les espaces sont disponibles de nuit afin là, de dégager les rues le plus possible. Parfait, merci beaucoup, Guillaume. Alors, on a une question sur les coûts des loyers. Donc, est-ce que les coûts sont connus à ce stade-ci, Ève? Les coûts, en fait, au fil du développement du projet, les coûts se raffinent toujours. Il y a des montages financiers qui sont faits à différentes étapes, mais on ne peut pas donner avec certitude quels seraient les coûts des loyers. En fait, Michael a probablement beaucoup plus de précision. C'est notre maître des montages financiers, je dois dire, mais je préfère ne pas avancer de coûts actuellement. Ça change au fil du projet. Puis on tend toujours à les diminuer en diminuant les surcoûts lors de la construction. Michael? Oui, ben peut-être mentionner aussi qu'on a là, la moitié des logements qui vont bénéficier d'un supplément au loyer pour que les locataires puissent payer 25 de leurs revenus comme part de loyer. Donc, déjà pour la moitié des logements, on peut dire que la part, que le coût du loyer, finalement, ne dépend pas du montage économique du projet, mais bien des revenus des locataires, puis pour l'autre part des loyers. Mais c'est certain que dans les différents programmes de financement, on a des maximums aussi qu'on ne doit pas dépasser. Donc, s'assurer d'avoir une viabilité économique du projet dans le respect d'un niveau de loyer là, abordable. Puis finalement, pour enchérir sur ce qu'elle disait, ben, il est trop tôt pour se positionner là-dessus. Mais comme le chantier s'en vient quand même rapidement et le panneau de chantier apparaîtra rapidement aussi, donc il y aura une mise en location qui se fera là, au courant de l'année 2024 avec des loyers qui seront annoncés à ce moment-là. Parfait, merci. Ben, comme on est sur la question du montage financier, j'en profite pour poser la question de Gaston Dionne qui demande qui va payer pour ce projet. Dans ce Michael, tu veux y cas-ci, aller? oui, donc dans ce cas-ci, on est dans le programme là, de financement des fonds fiscalisés Desjardins, donc programme de logement social qui a été mis en place là, en partenariat avec Desjardins et de l'argent là, qui a été, si on veut, injecté dans le fonds par le gouvernement provincial. Donc, pour le moment, le projet serait financé à l'intérieur de ces enveloppes-là. Et bien entendu, un projet comme ça a quand même son prêt hypothécaire à assumer là, sur les minimum les 35 prochaines années. Donc, une bonne part du financement du projet demeure du financement comme n'importe quel propriétaire qui va être payé grâce au loyer. Puis le but d'un projet comme ça, bien, finalement, c'est d'avoir un équilibre budgétaire hein, sans surplus, mais sans déficit afin d'assurer la pérennité du projet.
Michael, juste une expression aussi rajouter que la municipalité de la Ville de Québec donne aussi une subvention très, pas très, mais significative dans le projet pour viabiliser le montage financier. Tout à fait, tout à fait. Faut pas l'oublier. Puis aussi, il y a le programme Nouveau Climat. Dans ce cas-là, on l'a dit quelques fois. Donc, une contribution de la part de Nouveau Climat. Puis dans certains projets où on n'arrive pas à atteindre une viabilité économique avec les partenaires du milieu, ben, à ce moment-là, il y a des programmes du fédéral aussi qui peuvent venir appuyer les projets. Par contre, dans ce projet-là, actuellement, ce n'est pas le cas là, avec la part de la municipalité. Puis des fonds fiscalisés des jardins, ce sera suffisant. Merci. Donc, on revient à la circulation avec une question d'Emmanuel Morin qui demande si nous allons ou si le projet va bloquer des voies de circulation pendant toute la durée des travaux de construction, là, comme on peut le voir au coin de route de l'Église et de Quatre-Bourgeois. Donc, je crois que Aurélien pourrait nous répondre. J'ai pas encore la précision de l'entrepreneur parce qu'on est encore trop tôt sur leur plan d'implantation, où est-ce qu'ils vont s'implanter. Je n'envisage pas une coupure de rue complète, mais c'est certain qu'il va certainement y avoir un peu d'empiètement sur la rue Landry et peut-être sur Montreuil aussi, notamment pour permettre l'entrée des véhicules dans le chantier, et pour la sécurité aussi. Parfait, merci beaucoup. Donc, j'ai deux personnes qui ont émis un commentaire par rapport à une question qui a été posée en début de séance là, concernant la valeur, l'impact d'un projet de logement abordable ou social sur les valeurs foncières. Les personnes là, indiquent qu'il y a une différence entre la valeur foncière et la valeur marchande. Donc, ils veulent savoir si on a l'information là, concernant l'impact d'un projet de logement social et abordable sur les valeurs marchandes de leur résidence. Est-ce que là-dessus, Maxime, vous avez de l'information? Encore répondu d'entrée de jeu tantôt. Puis oui, en effet, j'ai parlé de valeur foncière. Je pense qu'il fallait plutôt parler de valeur marchande là, parce que c'est ça qui, je comprends, intéresse les gens. C'était la Oui, différence, je voulais me demander. mais là, pendant qu'on s'est parlé tout à l'heure, j'ai cherché Jean Dubé. On a à la Ville de Québec l'étude dont je vous parlais. Fait que, au pire, on la rendra disponible, mais je m'assurerai de bien d'avoir l'information juste parce que je ne veux pas communiquer une information erronée aujourd'hui puis que ce soit enregistré. Mais de mémoire, c'était la valeur marchande. Tantôt, j'ai dit foncier, c'était une erreur de ma part. Parfait, merci Maxime. Donc, dans les questions posées, il y a des questions qui concernent là, l'aspect non conforme de la réglementation. Donc, Marc-Claude, est-ce que tu voudrais réexpliquer un peu le règlement spécial, puis comment ça fonctionne là, pour ce Oui, qui bien est sûr. de tout ça? Donc, le règlement spécial, comme je vous expliquais, va venir autoriser la seule non-conformité, là, soit 48 logements sur le site qu'on vous a présenté tout à l'heure. Donc, ce règlement-là a été d'abord, le projet a été adopté au conseil d'agglomération le 20 décembre dernier. Ce soir, on tient la séance d'information et par la suite, il est prévu d'adopter le règlement à leur séance du 7 février. Donc, on Donc, c'est vient une vraiment décision. du conseil d'agglomération. Exactement. Mhm. Donc, il n'y a pas, dans ce cas-là, d'approbation référendaire, puis le projet n'est pas soumis Non. là, à tous les Toutes aspects de la politique de étapes, participation publique qui exact. requiert une consultation publique dans ce cas-là. Étant donné que ce n'est pas une modification du règlement de zonage, comme on le voit plus souvent, c'est vraiment un règlement spécial que la Ville utilise pour les projets de logements sociaux ou abordables. Est-ce que le 74.4, c'est un règlement de la Ville de Québec? C'est l'article de la Charte de la Ville de Québec qui nous permet de réaliser ce règlement spécial. Merci pour les précisions. Donc, dans les questions écrites, on a Madame Whitman qui nous demande si on peut voir ou s'il existe en ce moment. Maxime, est-ce que c'était pour rajouter une précision à cette question-là avant que je passe à une autre? Tout à fait. C'était juste pour dire, je confirme que c'est la valeur résidentielle et j'ajoute que selon l'étude, ça fait augmenter de 2,5 dans le meilleur des cas la valeur résidentielle dans les milieux urbains. Fait que c'est positif en soi. Parfait, merci. Alors,
Il y a une personne qui demande est-ce qu'on a le plan des arbres existants, puis avoir un plan qui nous montre est-ce qu'on peut voir les arbres qui seront conservés, les arbres qui seront coupés. À ce stade-ci, est-ce qu'on a ce plan? Aurélien, est-ce que tu Oui, as oui, le oui. plan disponible? Je sais qu'on a ce plan-là, Oui. c'est Ouais, si certain. vous Est-ce qu'on l'avez, l'a peut-être disponible pour le ce soir? remontrer. Si vous l'avez dans la présentation, on pourrait peut-être le Ouais, c'est. projeter. Sinon, on pourra peut-être fournir une réponse écrite là, à la citoyenne qui a posé la question. Le J'ai plan le. qui figure dans la présentation, c'est le plan d'aménagement paysager, donc on ne tient pas compte de ce qui est coupé, planté. C'est vraiment le résultat à la fin, mais Aurélien a quelque chose qu'il peut partager. J'ai ce sera peut-être pas très visible, mais je peux montrer. Je peux partager mon écran. Oui, allez-y. Donc ce serait celui-ci. Non, je l'ai, Aurélien, Ah, d'ouvert, tu si l'as tu toi? veux. Ok, Sinon, je vas-y. spécifie pendant qu'il y a du partage d'écran qui se fait, là, qu'il nous reste encore quelques minutes à la séance. Donc là, je prends les dernières questions que j'ai écrites. C'est la dernière chance. Là, je pourrais prendre encore une ou deux questions de main levée, puis après, on va clore la séance. Est-ce que vous voyez mon écran? Ah oui, ouais, c'est celui-là que je Oui. cherchais. Ouais. Oui, donc les nouveaux arbres, c'est ceux en gris. Puis vous voyez, ceux qui seront coupés, c'est ceux qui ont un X rouge dessus. Donc, je vous les montre à l'écran. Ici, il y en a deux qui sont vis-à-vis l'entrée, puis ils font aussi partie de ce qu'on fait une excavation standard dans ce site-là. Donc, il va y avoir une marche quand même pour creuser la formation. Donc, celle-là ne pouvait pas être conservée. L'arbre 4 sera conservé en façade avant. Puis le 7, le 8, le 10 qui se retrouvent en ligne latérale, comme on parlait tantôt, plus toute la haie de cèdre aussi qui sera plantée. Donc voilà, ça vous montre les arbres qui seront coupés, puis tous ceux qu'on vient replanter sur le site. Celui qui est en coin de rue, Montreuil-Landry, a déjà été coupé. Il a été, il tombait, donc pour des raisons de sécurité, on a dû l'abattre déjà. Mhm. Donc les 6 à couper sont vraiment ici 2, 3, 4, 5 et 6. Merci pour le partage. Comme je disais tout à l'heure, la présentation va être disponible sur la page du projet, le temps celle faite par la ville, les deux présentations faites par la ville que celle faite par Action Habitation et Lafond Côté. Donc, vous allez pouvoir revoir ces diapositives-là au besoin. Je voulais préciser pour les arbres qui sont conservés, il y a des mesures de protection des arbres pendant la construction qui devront être mises en place selon le plan de l'arboriste. Donc, Parfait, merci. Alors, je ne vois plus de main levée. Alors, je vais considérer qu'il n'y a plus de questions, à moins que, là, ça fait toujours ça quand j'émets ce commentaire, il y a toujours une main qui se lève. Donc, je vous laisse. Parfait. Donc, il n'y a pas de main qui se lève. Donc, je vais considérer qu'il n'y a plus de questions concernant le projet. Donc, je voudrais remercier là, tous les collègues qui étaient là ce soir pour présenter l'information. Je voudrais remercier le public aussi. Vous nous avez posé des bonnes questions. Et puis, je laisserai le mot de la fin à M. Weiser. Ah. Merci infiniment. Merci à vous tous qui avez participé et qui avez posé les questions. On pense que c'est un beau projet hein, qui va être bien fait dans le secteur. Puis merci vraiment à toutes les équipes de la ville, d'Action Habitation. Vraiment, vos réponses étaient précises. Je pense que vous avez bien répondu aux questions. Donc, c'est vraiment apprécié que vous preniez le temps ce soir là, pour cette séance d'information. Et au plaisir de voir le projet prendre forme. Merci beaucoup, M. Weiser. Bonne soirée, tout le monde. Merci d'avoir été là à cette séance d'information. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci. Merci.